Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans l'épisode 4 du podcast Génération Désenchantée et aujourd'hui je suis avec Lou et Raphaël. Bonjour, Salut. Vous allez bien? ça va super. Ça va. Parfait. Alors comme pour les autres, je vais vous demander de rapidement vous présenter, savoir un petit peu d'où vous venez, votre âge. Alors moi c'est Raphaël Sarry, j'ai 19 ans. J'étais déjà là l'année dernière à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye en première année, alors c'était comme Pauline dans l'épisode précédent, pour ceux qui suivent. J'étais donc en double diplôme ingénieur, et bon, le maths ça s'est pas bien passé en gros, et donc maintenant je suis en bachelor mixte avec donc Audencia, une école de commerce. En tout cas je suis très content d'être resté ici. Puis voilà, personnellement aussi, je suis militant politique depuis 6 ans maintenant, je suis guitariste aussi, et ça devrait aller. Ok, très bien. À toi. Alors, moi, c'est Lou Viennot. Je suis en première année, donc ici à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Je suis vraiment passionné de comédie musicale et de tout ce qui entoure les arts. Je fais du chant depuis 8 ans, 9 ans même, du théâtre aussi, et de la danse pour la comédie musicale. Ok, très bien, parfait, c'était très complet. Alors du coup, on passe aux petites questions, comme on le droit les autres. Donc, première question, quel est le dernier livre que vous avez lu? Un des derniers livres que j'ai lus, c'est Ligne de faille de Nancy Houston, qui était vraiment super et très, très clair à lire en fait. C'était très rapide, même malgré la longueur du livre, c'était très rapide et très clair à lire. C'est un livre en fait, qui retrace l'histoire de 4 générations d'une même famille et en fait on comprend les actions des personnages en fonction des actions de leurs ancêtres et c'est assez génial à lire, c'est passionnant. Ok, trop bien. Alors moi j'avoue que c'est un de mes défauts, je lis pas assez en tout D'accord. cas. Après, du coup, un livre que j'avais lu et que je me souviens et qui m'avait beaucoup plu, c'était Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui est un monde très futuriste, avec, bon, c'est un peu flippant parce qu'il y a des castes sociales, il y a des bébés qui naissent en artificiel. Alors, deuxième question. Selon vous, quel serait le personnage fictif qui serait le pire président ou la pire présidente pour la France? Moi, c'est pas un personnage fictif, c'est Xavier Milei, président de l'Argentine. Ça marche aussi. Il entend des voix, il est libertarien, c'est terrifiant. Je suis l'actualité argentine parce que j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Le peuple argentin, courage. Voilà. Ok. Un personnage fictif, le premier qui me vient en tête, c'est Javert dans Les Misérables, puisque c'est un personnage qui n'arrive pas à faire la différence entre le bien et le mal et qui voit tout soit tout blanc, soit tout noir et qui n'arrive pas à voir le gris. Voilà. Ok, trop bien. Argumenté en plus. J'avais dit. Alors ensuite, quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez plus petit? Moi, c'est assez bizarre, mais je voulais être souffleur de verre. Je me rappelle en avoir déjà Ok, parlé stylé. à mes parents, je voulais être souffleur de verre. Mais sinon, chanteur aussi, bien sûr, mais ça, je veux toujours l'être. trop bien. Alors moi, à un moment, j'ai eu une très forte passion, et j'ai toujours un peu, pour les insectes. Tout ce qui est insectes sociaux en particulier, donc c'est les sociétés de fourmis, de termites, etc. Donc, alors pour les fourmis particulièrement, c'est myrmécologue le métier. Entomologiste pour les insectes en général, mais voilà, c'était une passion qui m'a suivi quand j'étais gamin. Bon, j'étais un peu bizarre quand j'étais gamin dans beaucoup d'autres aspects, mais en tout cas, voilà. Et puis c'est toujours très intéressant de voir ça. Je vais pas trop détailler, mais voilà. Ok. Et donc, dernière question, pourquoi vous avez choisi Sciences Po Saint-Germain-en-Laye pour vos études? Bah la politique en fait. Voilà, on découvre déjà l'histoire de son pays. Que ce soit par ses cours, moi j'étais déjà passionné d'histoire avant, mais on découvre les interprétations et les différents acteurs de cette histoire politique, et les acteurs idéologiques, tous les fils qui ont tissé l'histoire finalement. Et donc voilà, c'est quelque chose d'absolument passionnant. Et donc bah, moi, au départ j'étais scientifique, j'ai fait maths, physique et numérique, mais je voulais donc aller vers Sciences Po parce que je pensais que c'est ça qui allait me faire le plus vibrer en fait tous les jours. Pour toi, du coup? Alors moi, c'est très différent. C'est justement la politique, mais pas ce qui m'intéresse le plus. Donc c'est assez bizarre que je sois ici. C'est plutôt, en fait, je voulais faire des études de comédie musicale au cours Florent Comédie Musicale. Et c'était même bien parti pour. Mais mes parents voulaient donc que que j'ai un diplôme, que j'ai des études pour être sûr d'avoir un métier plus tard. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans les études? Et c'est la géopolitique et la GGSP, justement. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter les concours de Sciences Po et ça a marché. Je suis très content d'être ici. C'est vraiment génial. Ok, très bien. Donc, on a un parcours
super différent qui nous amène ici. On va donc passer au premier débat du jour, qui est sur l'intelligence artificielle. Donc je vais commencer par une citation. La création d'une intelligence artificielle serait le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais il pourrait aussi être l'ultime. Donc cette déclaration est celle de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, qui résume, je pense, plutôt bien le paradoxe de l'intelligence artificielle. Si pour certains, l'IA est un progrès pour l'humanité, pourrait améliorer notre quotidien et servir dans de nombreux secteurs comme la médecine, l'école, la sécurité routière ou encore la justice, elle représente également une crainte, voire une menace, pour une grande partie de la population. Qui contrôlera ces intelligences lorsqu'elles seront autonomes? Qui protégera nos données personnelles? Les humains deviendront-ils remplaçables? Toutes ces questions nourrissent les débats entre catastrophistes et techno-optimistes. S'il y a encore quelques années, l'intelligence artificielle n'était qu'une notion abstraite et peu connue, elle fait déjà aujourd'hui partie de notre quotidien, que ce soit les algorithmes des réseaux sociaux, la reconnaissance faciale ou encore les assistants vocaux. On les utilise sans même s'en apercevoir et celle-ci ne cesse de se développer. Donc comme première question pour initier notre débat, je voulais demander si vous pensez qu'on assiste à un changement fondamental dans la société avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Est-ce que ce serait ce qu'on pourrait appeler comme une 5e révolution industrielle? Alors, l'intelligence artificielle, c'est vrai que maintenant on en parle énormément et d'ailleurs on voit à quel point ça a écrasé les tendances précédentes des NFT, du Bitcoin, tout ça c'est parti en volo quand il y a eu l'intelligence artificielle qui est arrivée. La masse des gens considère que c'est pas juste un truc de nerd comme les NFT par exemple, un truc de gens très spécialisés, etc. Mais là c'est quelque chose qui peut être une évolution globale qui change la manière que soit beaucoup de gens ont peur pour leurs emplois, etc. Alors, c'est vrai que les emplois, quand on regarde, c'est très bien d'avoir dit la médecine, c'est là où ça peut être le plus intéressant parce que ça permettrait d'aller vraiment très précisément dans des fibres précises avec des capacités d'action que l'homme n'a pas. Et donc, dans ces sujets-là, c'est vrai qu'il y a du gros progrès. Et après, c'est pour les tâches automatiques et fatigantes que ça c'est lié directement aux robots aussi, qui se développent aussi en parallèle. Même s'il ne faut pas oublier quand même que ça supprime des emplois, mais ça en crée aussi. En vérité, l'IA actuellement, c'est des intelligences, l'intelligence artificielle comme le comprend Stephen Hawking, moi je pense que c'est l'intelligence artificielle qui serait complètement autonome et qui serait capable d'émettre des raisonnements par elle-même. On n'en est pas là aujourd'hui, c'est des choses probabilistes, dont les algorithmes se basent sur des probabilités constamment, et qui ne font que des choses comme répondre à des questions. En fait, le mécanisme par exemple de ChatGPT, qui est la plus connue, elle va chercher dans son corpus, l'intelligence artificielle, donc tout ce qu'elle sait, surtout Internet, les mots précis à placer dans cette situation, dans ce contexte-là. Et c'est un corpus énorme, ChatGPT. Vraiment, il faut savoir que tout Wikipédia, c'est 10% de ce qu'elle sait. C'est immense, le corpus de ChatGPT. Mais pour moi, le sujet de l'intelligence artificielle, il est à généraliser aux technologies, aux nouvelles technologies, celles qui sont apparues, même dans le début des années 2000, le smartphone, etc. Là où ça peut être un danger, c'est si on laisse faire comme c'est-à-dire que dès que c'est possible, on le fait. Donc c'est ça revient un peu à un truc philosophique de tout. Est-ce que tout ce qui est possible est souhaitable? Non, en tout cas. Parce qu'on le voit aujourd'hui, le fait qu'on ait développé plein de technologies sans forcément regarder les conséquences que, ne serait-ce que les interactions qu'elles ont, les ondes qu'elles émettent peuvent avoir, font qu'aujourd'hui on a des prévisions très sérieuses qui nous disent qu'il va y avoir une augmentation de l'infertilité, notamment chez les hommes avec le smartphone dans la poche. Et si vous ajoutez à ça quelque chose qui va être capable de faire des interactions sociales très développées avec vous, mais on va avoir une situation où il y a de plus en plus de gens qui vont s'isoler. Sur ces aspects-là, je dis pas, il faut pas avoir peur, c'est juste pour alerter sur le fait que dans toutes ces technologies-là, particulièrement sur l'intelligence artificielle, qui va pousser ça à un autre niveau, il faut vraiment qu'il y ait avant tout une expertise sur les conséquences que ça peut avoir sur nous-mêmes. Pour continuer sur ce que tu disais aussi sur l'idée de 5e révolution industrielle, je trouve qu'il y a un point commun en fait entre toutes les révolutions industrielles précédentes et donc la révolution de l'IA,
c'est que à chaque fois ces évolutions elles partagent, elles divisent entre les pessimistes et les optimistes, entre ceux qui ont peur et ceux qui sont optimistes, qui s'attendent à de gros progrès grâce à ça et qui n'imaginent pas forcément tous les inconvénients d'une telle amélioration. Donc l'IA, c'est au même niveau que toutes les autres révolutions industrielles, a forcément des inconvénients qu'il faut trouver, qu'il faut identifier pour éviter ce genre de problème. Et aujourd'hui, on voit même que tout le monde se rend compte. Et il y a des actions qui sont prises justement pour éviter qu'on aille trop loin au niveau de l'IA. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, oui, justement, je pense il y en a qui participent au développement des IA, qui commencent à dire qu'il faut peut-être penser à des garde-fous et des limites pour éviter qu'il y ait des dérives qu'on ne contrôle plus, en fait. Si je prends un exemple, justement, il y a une lettre ouverte qui a été signée par 1000 personnalités, dont Elon Musk, donc ça, c'est quand même assez ironique. En termes de garde-fou, c'est pas le meilleur exemple. Et donc, ils demandaient une pause dans les recherches sur l'IA, parce que selon eux, ça représente de graves risques pour la société et l'humanité, le temps que justement il n'y a pas de garde-fous qui sont mis en place pour la maîtriser. Et le but, c'est un peu de s'éloigner des grands débats entre est-ce que on va arriver dans un monde utopique où tout se passera mieux grâce à l'IA, ou est-ce que ça annonce l'apocalypse. Mais c'est plutôt se concentrer sur les problèmes plus réels et immédiats que provoque l'IA. Que ce soit l'explosion des contenus de synthèse qu'on a pu voir avec des montages photos, ou les biais discriminatoires aussi que peuvent avoir l'IA. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative, ce genre de lettres ouvertes qui ont un impact mesuré, ou est-ce que c'est trop tard, voire utopique, d'essayer de freiner un progrès qu'on pourrait dire inévitable? Le problème, c'est que là, ça a déjà été lancé, en fait. C'est déjà entre les mains de n'importe qui. L'outil de l'IA est vraiment très accessible et n'importe qui peut créer des images qui n'ont pas existé, peut créer des sons qui n'ont pas existé, ce qui justement fait peur. C'était impensable il y a déjà quelques années, il y a quelques décennies, en fait, de pouvoir créer ce genre d'image. Personnellement, j'ai absolument aucune confiance en Elon Musk. Je n'ai absolument aucune confiance en cette personne. Parce que je pense que c'est surtout pour pouvoir avoir le temps de développer son propre modèle. Parce que je ne vois pas pourquoi lui ne le ferait pas, alors que Google l'a fait, alors que Facebook l'a fait, alors qu'Amazon le fait, alors que beaucoup de gens le font. Déjà, ce qui m'énerve, c'est que ce soit une lettre aussi de particuliers et d'entrepreneurs. Moi, j'aimerais que ce soit des États qui se saisissent de l'affaire. Parce que c'est des choses qui touchent à la société et on ne peut pas toujours donner notre destin à des personnes, surtout pour Monsieur Musk, qui prétendent être une sorte de messie parfois. Quand il a racheté Twitter, c'était que pour ça. Pourquoi je dis que c'est l'État qui doit reprendre ces questions-là et qui doit aussi participer au contrôle? Ça touche à un sujet qui est fondamental et que tu as évoqué, et que tu as très bien fait de l'évoquer, c'est les données personnelles. C'est le vrai sujet. Les données personnelles sont le vrai sujet aujourd'hui. Ouais, pour l'instant, comme tu disais, les IA, elles se nourrissent de toute façon des données personnelles, toutes les données qui sont produites. Et il n'y a pas de contrôle. Enfin, l'Union européenne y réfléchit pour faire une législation, mais c'est compliqué parce qu'il y a différents intérêts qui s'opposent. Et pour l'instant, je pense que c'est un des grands dangers. Exactement. Mais c'est surtout que c'est encore un collecteur de plus de données personnelles, les intelligences artificielles. Ce qui nous attend, donc il y a déjà des entreprises qu'on appelle les data brokers qui ne font qu'une seule chose, qui font de l'achat-revente de données, c'est-à-dire ils achètent tous azimuts des bases de données recueillies par des sites internet, ils les compilent et ils les revendent. Quelque chose qui nous attend aussi si on ne fait pas attention, parce que nous encore en France, la CNIL, elle protège plutôt ça, mais en tout cas, c'est un début. Il faut aller plus loin encore, mais c'est un début et ça protège de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Aux États-Unis, dans le cadre de campagnes électorales, notamment Obama a dépensé des dizaines de millions d'euros dans des dossiers, de collecte de dossiers, et il a renforcé un outil qu'il utilisait et que d'autres ont utilisé, une base de données américaine qui s'appelle Castalist, qui a 220 millions de personnes au compteur, américaine. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué quand j'ai vu cette information, c'est le nombre d'entrées donc de catégories d'informations. 600 catégories d'informations par personne. C'est-à-dire... c'est énorme, il prend des profils complets. En fait. Une catégorie d'informations, c'est quoi ? C'est âge, sexe, orientation sexuelle, politique, derniers achats, humeur d'un certain moment. En fait, on
on se dit que dans ce qu'on connaît de notre vie privée, il y a les amis, il y a les proches, il y a la famille, il y a des gens très très proches et il y a nous. Mais nous, on n'est pas le sommet. Au sommet, il y a ces bases de données-là qui vous connaissent mieux que vous ne pourrez jamais espérer vous connaître. Quand on parle d'imposer un cadre législatif, ça pose différents problèmes, parce que donc il y a des autorités qui contrôlent comme la CNIL, mais on n'a pas vraiment de texte juridique sur lesquels se reposer. Et donc ça pose des problèmes pour notamment les responsabilités. Qui est responsable vraiment des intelligences artificielles, surtout si elles tendent à s'autonomiser de plus en plus. La notion d'intentionnalité, si certains délits peuvent être commis par des IA ensuite. Et puis quel statut juridique on leur octroie. Est-ce que ça veut dire que potentiellement on pourrait avoir des droits et des devoirs? Donc là, on va un peu loin, mais il y a plusieurs questions qui se posent. Donc quel est votre avis là-dessus? C'est vrai que là, l'idée de légiférer tout ça, la collecte de données, toute l'IA de l'Union européenne ou même de tous ces dirigeants d'entreprise, ça paraît totalement improbable, totalement infaisable, parce que en fait, c'est déjà tous les problèmes que tu as évoqués, mais aussi parce que ça paraît trop tard en fait. C'est déjà lancé, y a plus... En fait, le retour en arrière n'est pas possible à partir de ce moment-là, puisque toutes les données sont déjà collectées, toutes les données sont déjà partagées, sont déjà mises dans des bases de données qui sont utilisées parfois à bon escient, mais parfois aussi malheureusement à but lucratif. Donc il n'y a pas forcément... En fait, ça paraît totalement impossible de légiférer maintenant. Oui, on ne pourra pas récupérer ce qui a été Voilà. fait. Est-ce que tu penses peut-être pour l'avenir, parce que pour l'instant, l'IA me semble encore contrôlable par l'être humain, étant donné qu'il y a toujours, je pense, un être humain qui contrôle derrière, devant les perspectives elle pourrait s'autonomiser et puis réfléchir par elle-même, on va dire. Est-ce que dans ces perspectives-là, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de légiférer, ou tu penses que ça, c'est le scénario qu'il faut absolument... qu'il faut éviter, puisque ça fait tellement peur. Enfin, on a déjà eu toutes ces dystopies où on voit justement l'IA utilisée comme ça. Même maintenant, c'est utilisé dans ces scénarios d'horreur, l'IA est utilisée comme ça. Donc oui, c'est un scénario qui fait peur, qu'il faut absolument éviter. Et là, pour le coup, c'est possible de légiférer en limitant la recherche, mais ça paraît, encore une fois, un peu trop compliqué d'aller limiter la recherche. Ça paraît antiproductif. J'ai vu justement des chercheurs qui disaient que c'était de l'obscurantisme, de vouloir à tout prix limiter l'IA, et que c'est le progrès, il va dans ce sens-là, et que ça sert à rien de lutter contre, quoi. Ouais, mais là, c'est la question, est-ce qu'il y a une limite au progrès? Est-ce qu'il faut absolument... toujours aller vers le progrès, ou alors est-ce qu'il faut s'arrêter un moment, parce qu'il y a quand même ces risques-là. Bon, l'obscurantisme est ça va un peu loin, utilisé à tort et à travers par beaucoup de monde pour faire peur. Attirer l'attention. C'est une excellente question, la question de la législation. Franchement, merci de l'avoir posée. Parce que non, mais c'est vrai, c'est une superbe question. Parce que oui, ça pose la question de ce qu'on peut faire nous. Et moi, je disais les États tout à l'heure. Les États, il faut savoir que, encore une fois, ils ont un gros pouvoir d'intervention, et ça, on y reviendra dans l'autre question politique, pour peu qu'on en ait la volonté de faire les choses. Et moi, dans cette réflexion-là sur l'intelligence artificielle et sur le numérique en général, c'est une piste de réflexion que je continue à creuser, mais en réalité, il y a quand même aujourd'hui des entreprises privées qui, comme NordVPN, qui proposent justement de protéger les données personnelles des utilisateurs. Mais moi, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ce serait que des entreprises privées qui pourraient faire ça, alors que ce sont aussi des entreprises privées qui font l'inverse, et qu'une entreprise privée, elle est aussi et d'abord et avant tout fixée sur le profit. Moi, je pense que, et c'est encore quelque chose à développer, mais je pense que c'est intéressant de se dire que dans les droits de l'homme et du citoyen, on devrait inclure la protection des données personnelles, comme protection de la vie privée de la personne. Et dans ce cadre-là, non seulement ça c'est le cadre symbolique, mais en pratique je pense qu'il y aurait la place pour ce qu'on pourrait appeler un service public de la donnée personnelle. Alors c'est un peu flou, mais en tout cas ce serait de faire en sorte que chaque Français, chaque citoyen français qui naît et qui commence à posséder des appareils numériques puisse avoir un compte dans cette zone-là, qui serait une zone qui serait protégée dans des serveurs. Et donc ça pourrait, ça pourrait permettre de faire en sorte de dégager ces données. Et c'est en train d'être développé en ce moment par certaines régions et même par l'État en général. Mais dans ce truc-là,
qui aurait la possibilité de retirer ces données et de les télécharger. On a le droit, en tout cas, de ne pas vouloir que nos données personnelles soient possédées par telle ou telle personne, par tel ou tel réseau, qui puisse permettre que des gens nous vérifient des choses sur nous avant nous. Parce que c'est aussi ça. Parce qu'il y a de plus en plus, notamment de banques, qui vérifient les informations personnelles qu'elles achètent pour voir si leur client est à risque. Oui, pour Et les parce assurances, qu'elles, tout ça, leur seul sujet, c'est de faire les meilleurs placements possibles. Bien sûr. Mais quand tu es dans cette situation et que donc tu as besoin d'un prêt, tu peux pas faire ton prêt parce que ta propre personnalité a été tracée et que tu le sais même pas parce que c'est des choses, c'est vicieux, on fait signer, on fait accepter les cookies comme on appelle, c'est sympa le mot cookie, mais le vrai nom c'est logiciel espion traceur. C'est ça le vrai nom de ces choses-là. C'est des choses qui prennent les données et qui autorisent. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'au moins on a la possibilité de ne pas autoriser. Mais le design est fait pour que ce soit compliqué. Mais ouais, parce qu'en fait, quand on se balade innocemment sur Internet, on n'a aucune idée de comment sont recueillies nos données, comment elles apparaissent en fait dans les bases de données d'entreprises, de banques. On n'a aucune idée de comment ça se passe. Il faudrait vraiment qu'il y ait de la clarté à ce niveau-là, qu'on puisse vraiment savoir comment se déplacent les données pour pouvoir déjà avoir une sorte de liberté sur la façon sur ce qu'on veut partager, ce qu'on ne veut pas partager. Et donc du coup, vous parliez du rôle des États, beaucoup, qui ont un rôle important à jouer donc, dans la protection des données. Mais pour revenir bien sur notre sujet, aussi je pense dans l'intelligence artificielle. Par exemple, la France a avoué vouloir rester dans la course à l'intelligence artificielle. C'est pour eux un défi civilisationnel, je cite Emmanuel Macron, d'imposer par exemple un contenu en français sur les intelligences artificielles, car c'est beaucoup en anglais pour le moment. Et donc notre ministre de la Transition numérique, Jean-Noël Barrot, a aussi dit que celui qui construit les modèles a plus de pouvoir que celui qui les régule. Donc est-ce que vous pensez que ça peut devenir un enjeu de puissance, d'influence, voire de souveraineté finalement ? Et est-ce que ça peut être comparé, comme certains l'ont fait, à la course à l'armement ou la conquête spatiale par exemple ? La souveraineté, l'important, c'est, comme moi j'ai pu le développer, dans l'État, dans ce que j'ai appelé le service public des données personnelles. Là est réellement l'enjeu. Après, sur la course à l'intelligence artificielle et sur celui qui crée a plus de pouvoir que celui... De toute façon, ça c'est une critique politique que je pourrais faire, Macron et son gouvernement appartiennent à un courant de pensée qui s'appelle le libéralisme, qui, dès le départ, part d'une des idées que l'État doit se désengager de toute façon. C'est-à-dire qu'en fait, à part le secteur régalien, tout le reste doit être le moins possible, et en tout cas de faire en sorte de laisser le plus possible les entreprises privées faire ce qu'elles font, parce que voilà, pour eux c'est quelque chose de bien. Ça, c'est cohérent, enfin ça a une histoire, ça a une continuité, c'est des choses cohérentes. Après bon, on peut en penser des choses. En tout cas, dans ce domaine-là, voilà, moi la course à l'intelligence artificielle, moi je l'entends comme un laisser-faire simplement. Voilà, on laisse faire les choses et à la limite, on fait en sorte que ce soit aussi traduit en français. Enfin, c'est à côté de la plaque pour moi. Je trouve que c'est vraiment... C'est pas à la hauteur, en tout cas, à mon avis. Enfin, c'est sûrement vu comme un enjeu géopolitique, mais ça devrait pas l'être, en fait. Déjà, quand on parlait d'enjeux civilisationnels, comme dit Macron, ça fait très bizarre, en fait. Pour une évolution technologique, parler d'évolution civilisationnelle, c'est même dérangeant, en fait, de parler de l'IA comme ça, puisque... En fait, je pense qu'il y a derrière surtout l'idée que l'intelligence artificielle va intervenir dans de nombreux secteurs. Il y a un peu, je pense, l'idée de celui qui aura plus développé l'intelligence artificielle pourra le plus vendre son modèle, et donc du coup, les données vont à ceux qui l'ont développé dans l'idée. Mais, comme tu disais, il pourrait juste y avoir le rôle régulateur de l'État et de contrôle, plutôt que voir ça comme une nouvelle opportunité. La technologie... elle est excellente quand elle arrive à simplifier la vie et à permettre l'épanouissement. C'est à ce moment, mais quand elle permet l'aliénation derrière des données et d'une vie privée qui disparaît, ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi il faut... C'est pas... Je dis pas le contrôle pour le contrôle forcément de tout, simplement juste de pouvoir avoir une expertise avant et pas de faire
couler, et puis ensuite de se dire « Ah, il y a un problème ». Et puis les utilisations qu'on voit le plus souvent de l'IA sur les réseaux sociaux le plus souvent, c'est pas des utilisations qui améliorent la vie. Non, on voit des utilisations de voix de youtubeurs qui sont utilisées pour rechanter des chansons différentes. Donc c'est assez ridicule en fait. Tout. Il y a tout, c'est sûr. Ça sert. C'est pas forcément pour on peut tout faire avec l'IA, mais c'est vrai que pour d'autres secteurs d'activité, l'IA peut être très utile, puisque je parle par exemple du domaine culturel, du domaine des arts. Là, il pourrait y avoir énormément d'améliorations au niveau de l'IA, mais en même temps, ça fait très peur, puisque la création artistique, tout le monde dit que c'est la seule création humaine qui ne pourrait pas être imitée par l'IA. Même si, en fait, c'est trop parfait, ça paraît trop parfait ce que fait l'IA, donc c'est pas imitation parfaite de l'humain, mais c'est quand même des aides qui pourraient être apportées aux arts. Ok. Du coup, tu parles de l'art, je généralisais un peu au travail en général. Ouais. On a demandé à ChatGPT, est-ce que les robots vont-ils nous remplacer au travail ? À cette question, ChatGPT a répondu que oui, c'était possible que les IA remplacent les humains dans certaines tâches répétitives, dangereuses et qui demandent beaucoup de précision, mais qu'il était très improbable que les IA remplacent complètement les humains, car certains emplois demandent de la créativité, de la pensée critique et de l'empathie. Alors du coup, pour un peu en dernière question de ce débat, je vous demandais, est-ce qu'on peut croire ChatGPT quand il nous dit ça ou non ? On peut pas savoir à quel point l'IA peut évoluer, on peut pas savoir si elle peut développer de l'empathie. Tous les scénarios dystopiques dont j'ai parlé justement tout à l'heure, enfin, ça montre que oui, ce serait possible. Dans l'imaginaire, en tout cas, c'est possible et ça... Oui, c'est là... on pourrait ne pas croire en fait ce que dit ChatGPT. Et puis ça arrive que ChatGPT ait tort, donc c'est possible. Déjà, oui, est-ce qu'il faut croire que ChatGPT, il faut savoir quelque chose d'essentiel, c'est que ChatGPT, il y a beaucoup de sujets où il n'est pas bon. Hein, c'est-à-dire que il ne faut pas idéaliser l'outil. Il y a des choses à développer. Mais maintenant, sur la question des métiers, encore une fois, il y a des métiers qui se créent, il y a d'autres métiers qui vont s'enlever. Ça depuis toujours, ça, dans l'histoire. Il y a des choses qui permettent d'enlever certains métiers. Des métiers pénibles qui seront sans doute enlevés, ce sera plutôt une bonne nouvelle, à condition qu'on sache que faire de ces gens qui les quittent, ces jobs. Et puis du reste, moi, ce que je voulais aussi revenir, c'était l'art. Ça, c'est une question intéressante. Moi, je pense que ça peut être un domaine à part de l'art. Voilà. C'est super intéressant parce que quand vous avez une intelligence artificielle qui est capable d'analyser les manières avec lesquelles un vieil artiste mort depuis arrive à peindre et arrive à reproduire son style, c'est quelque chose... Ça peut être une richesse. Ça peut être quelque chose de très intéressant. De toute façon, une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a un programme informatique qui est fait par une personne, un développeur. Et donc, oui, on peut considérer que c'est quelque chose d'artistique, parce que dans l'art, il y a les émotions, il y a ce qu'on peut ressentir, mais dans tous ces paramètres, c'est l'humain qui met ses représentations, ses émotions, ce qu'il veut faire dans les paramètres. Un secteur particulier de l'art qui serait sur des créateurs qui font des intelligences artificielles, moi je pense que ça a toute sa place. Je suis vraiment d'accord à ce niveau-là, au niveau de l'art, qu'il puisse y avoir un mouvement artistique de l'intelligence artificielle. Mais il y a toujours un problème, c'est que l'IA a toujours la même image de la beauté par exemple, et il peut avoir des formes discriminatoires dans ce qu'il représente. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra voir évoluer avec l'IA, avec la recherche, avec le progrès de l'IA. Mais pour l'instant, oui, c'est possible d'avoir de l'art avec de l'IA, oui. C'est totalement possible. Ok, très bien. Je pense qu'on a pu parler de pas mal d'enjeux qui tournent autour de l'intelligence artificielle. Nous allons maintenant passer à notre deuxième sujet de débat, qui est sur la politisation des jeunes. Donc on entend souvent dans les médias ou autres, les jeunes ne votent plus, les jeunes ne se reconnaissent plus dans l'échiquier politique ou les jeunes ne croient plus en l'avenir. Si effectivement nous votons moins qu'une partie du reste de la population et qu'on ne s'engage plus autant dans les partis politiques qu'avant, sommes-nous réellement moins politisés que les générations précédentes ? Si certaines formes d'engagement sont effectivement en déclin, on a aussi les manifestations, les associations, le partage de contenu militant sur les réseaux sociaux, qui sont autant de formes nouvelles et moins conventionnelles de s'engager en politique.
Et si certains ne se sentent pas entendus et compris dans le monde politique et donc s'en détournent, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'autres jeunes qui utilisent d'autres moyens d'expression pour défendre leurs opinions. Du coup, première question, est-ce que vous pensez qu'on parle plutôt de déclin de l'engagement politique des jeunes ou plutôt d'une transformation ? Pour le coup, comme je l'ai dit, personnellement, je suis militant politique, donc je suis directement impliqué. Moi, je dirais, pour faire simple, est-ce que les jeunes sont-ils de moins en moins politisés que les générations précédentes ? Je dirais, ils sont politisés très différemment, et peut-être un petit peu moins aussi. Très différemment parce qu'effectivement, quand on regarde le 19e siècle, le siècle fort de la politisation des gens, oui, c'est le plus seulement les développement, élites et ça s'ouvre. voilà, le développement des monde. courants de pensée d'abord dans la bourgeoisie puis dans le peuple, les révolutions, etc. C'est là que ça a commencé et en tout cas là, dans cet âge d'or-là, les gens se politisaient dans les journaux, dans les réunions publiques qui étaient très nombreuses parce que c'était aussi un lieu de sociabilisation à l'époque. Et donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup plus de monde. Aujourd'hui, quand vous regardez une réunion publique, c'est complètement dans un ordre de grandeur complètement différent. C'est plus comparable en termes de personnes présentes dans les effectifs militants, surtout des vieux partis traditionnels comme le PS, le PC, Parti Socialiste, Parti Communiste. Bah, vous voyez que le nombre d'adhérents a diminué, mais le PC, c'est d'un facteur 10, quoi. C'est voilà. plus du tout les mêmes mobilisations. C'est plus du tout. Mais les grands partis de masse sont vraiment devenus... C'est ça, c'est fini tout ça. Mais c'est très différent. La mobilisation est très différente, mais elle est toujours là. Quand vous regardez le nombre de contenus sur des causes féministes, écologistes, et même d'ailleurs le contraire aussi, antiféministes, anti-écologistes, pareil. Il y en a pour toutes les opinions. Il y en a pour tout le monde. Mais c'est toujours là et c'est maintenant en ligne, en grande majorité, dans certains grands événements un peu, mais malheureusement très peu dans la vie politique, dans la vie de parti et dans les élections. Ça, c'est dû au fait que beaucoup de gens s'engagent mais ne savent même pas qu'ils font de la politique. Parce que le mot politique a perdu de son sens. Les combats disputés aujourd'hui par la jeunesse, l'écologie et tous ces combats-là sont des combats politiques, qui s'inscrivent dans une logique politique. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne font plus le lien et quand ils entendent le mot politique, ils pensent à la politicaille, entre guillemets, c'est-à-dire à toutes les embrouilles de personnes, toutes les embrouilles de pouvoir et toutes les affaires qui peuvent éclater ici et là. Mais ce que les gens ont aussi, pour moi, pas dans l'esprit, la politique, le pouvoir politique est l'engrenage qui va pouvoir faire beaucoup de choses. Parce que c'est bien les discours, mais pour les actions concrètes, l'action individuelle, c'est bien, mais ça ne change pas une société. L'action individuelle ne change pas une société. Ce qui change, c'est les actions politiques globales, menées intelligemment, avec une vision de la société qui est bonne. Et pour ça, pour avoir une action politique, il faut avoir le pouvoir politique. Et pour avoir le pouvoir politique dans une société démocratique, il faut être élu. Et pour être élu, et pour que celui qui représente le mieux nos idées soit élu, il faut voter aux élections. Et c'est un appel au vote. Voilà, évidemment, parce que quand on regarde, tu auras les statistiques des jeunes. Voilà, j'ai pour les 2 tours de l'élection présidentielle en 2022, les 18-24 ans, c'est 52% qui ont voté aux 2 tours. Mais donc par rapport à la population c'est 69,3% en population générale. Donc c'est quand même beaucoup moins. Mais du coup, pour revenir un peu sur ce que tu dis, est-ce que tu penses pas que pour la plupart des jeunes, ils se sentent pas représentés en fait par les élites qui sont censées incarner les mêmes idées, parfois progressistes ou plus réactionnaires et conservatrices? Mais est-ce qu'ils se sentent pas un petit peu oubliés et puis l'idée que la politique est un peu immobile, qu'il n'y a pas assez d'actions concrètes et face à l'urgence, donc tu parlais notamment du climat, qu'eux ont plus l'impression, enfin nous d'ailleurs, nous avons plus l'impression qu'il y a une urgence, qu'il faut plus agir et que tout ce qui est processus législatif, élections et puis les lois ensuite sont trop lentes et pas assez concrètes et en accord avec leurs envies. Ça, c'est quelque chose de réel, ce que tu dis. C'est quelque chose que ressentent beaucoup de gens. En réalité, ce sentiment, d'abord, il est né chez les jeunes du fait que déjà, les moins jeunes
les parents souvent s'y désintéressent la plupart du temps. Ils ont vu l'alternance, ils ont vu deux grands camps politiques en France se succéder. Les républicains, donc la droite traditionnelle d'orientation gaulliste à l'époque, qui a vrillé, et la gauche socialiste qui, traditionnelle également, Jaurès, etc., le Front populaire. Mais quand il y a avant, entre guillemets, le Front populaire à l'époque, en 1936, quand il passe au pouvoir, eh bien, il a eu des promesses et il les a tenues pour la plupart. Les congés payés et toutes les réformes sociales qui ont été menées. Et à ce moment-là, les gens ont vu des choses qui leur ont fait du bien. Ils s'y reconnaissaient. Ils s'y reconnaissaient. Le problème de ces dernières années, et pourquoi les gens se désintéressent à la politique, à mon avis, et les jeunes en particulier, c'est d'abord parce que les deux courants principaux de la politique ancienne ont vrillé vers la même orientation, qui est le libéralisme économique. C'est le même courant, et donc on a l'impression que c'est la même chose qui est appliquée. C'est ce que certains appellent le consensus mou centriste. Voilà. C'est quelque chose qui fait que les deux se rejoignent. Oui, c'est plus le principal clivage qui c'est ça. maintenant. Et en plus de ça, il y a les institutions et la manière avec laquelle on fait de la politique. Cette idée qu'il faut un chef. Un chef puissant et un chef au-dessus des partis, forcément, ça amène à la création de mouvements politiques qui sont très centralisés sur un chef. Et donc c'est le cas avec les partis qui dominent aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a jamais vu dans la Ve République autre chose qu'un chef charismatique au pouvoir ? À part Hollande. Mais Hollande, c'est pareil. Il était chef du PS depuis longtemps. C'était un chef, pas charismatique, mais un chef. Et donc, voilà, c'est tout ça, c'est ce système aussi qui amène à cette conclusion. Et justement, du coup, sur cette opposition qu'il pourrait y avoir entre ceux qui détiennent le pouvoir et qui sont plus anciens et les jeunes qui ont des revendications, qui veulent faire porter dans la sphère politique, est-ce que vous pensez que du coup, il y a une fracture entre ces générations ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été là dans l'idée que les jeunes ne sont pas réalistes, pas responsables ? Et que pour les jeunes, les anciens juste n'écoutent pas et ne pensent pas à leur futur. Vous pensez que c'est quelque chose qui a toujours existé, quelque chose qui s'approfondit ? Ça oui, c'est depuis la nuit des temps que les générations plus anciennes critiquent les générations jeunes parce qu'ils ont l'air irresponsables, et que les générations jeunes se détournent, soit un peu désynchronisées avec les générations plus adultes. Parce qu'ils paraissent trop conservateurs, avec des idées qui ne correspondent pas vraiment aux intérêts de la jeunesse. Ça, c'est vraiment depuis la nuit des temps. On a Aristote qui critiquait les générations plus jeunes. Oui, ça existe. C'est depuis toujours. Mais aujourd'hui, on a toujours cette désynchronisation, en fait, déjà entre le politique et entre les politiques et entre les jeunes, ce qui explique totalement l'idée que les jeunes se dépolitisent, se détournent de la politique. Ça, c'est évident qu'il y a une sorte de fracture entre l'État qui paraît se préoccuper plus d'idées économiques et d'un autre côté, les jeunes qui ont des idées plus sociales, plus écologiques, qui ont d'autres intérêts, d'autres points d'attache qui les poussent à agir, mais qui ne sont pas les mêmes que l'État, qui ne sont pas les mêmes qu'avaient les générations plus anciennes. Ouais, puis il y a un sentiment d'incompréhension, voilà. Je pense, entre les deux. Et je pense que du coup, ça se corrobore vachement avec le fait qu'on vote moins. Je pense que c'est l'idée que les générations plus jeunes se disent que c'est plus efficace d'influer directement sur l'opinion publique, je pense, notamment avec, on a pu le voir avec des actions assez chocs, que ce soit tous les collectifs écologistes qui ont pu faire des actions dans les musées, c'était Just of Oil en octobre 2022 sur les tournesols de Van Gogh, ou même quand on a pu le voir avec les émeutes qu'il y a eu après la mort de Naël, par exemple. On veut plus faire des actions chocs qui marquent la population et se dire que de là, on oblige nos gouvernants ensuite à prendre des mesures parce qu'on les met au pied du mur, en fait. C'est vrai que le vote, ça a l'air totalement inefficace, inutile. Ouais, c'est un peu c'est même vu comme un peu irrationnel, quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt, puisque les jeunes, quand ils vont voter, on sait vraiment directement que ça n'aura aucune influence sur le résultat. Mais ça, c'est quelque chose qui existe depuis toujours, donc ça n'explique pas vraiment l'abstention. Mais c'est vrai que du coup, il y a plutôt un détournement vers d'autres formes d'action, comme la manifestation, qui sont plus chocs, qui ont plus d'influence sur l'opinion publique, qui vont plus faire parler d'elles.
puisque le vote, tout ce dont on entend parler, c'est les résultats, c'est les taux d'abstention. Ouais, tu peux plus avoir d'influence ensuite sur ce qui se passe. Il y a pas de... Voilà. On rend jamais des comptes un peu sur ce qui a pu être fait, et on prend pas spécialement en compte parfois quand il y a une forte opposition aussi, et que c'est pas... Ils ont pas été élus avec une majorité. C'est à voter, puis rentrer chez soi. C'est ça. que oui, le militantisme, soit via les associations, tout ça, c'est beaucoup plus continu en fait. Voilà. Occupe-toi de la politique, sinon la politique, elle s'occupe de toi. Voilà. Mais cette phrase, elle dit tout. C'est vrai, tout ce que vous dites est vrai sur le fait que les gens ne voient de moins en moins l'intérêt du vote. Mais, encore une fois, toutes les personnes progressistes, demandez-vous pourquoi, dans les milieux réactionnaires et conservateurs, ça vote en masse. Les milieux âgés, souvent, conservateurs, ça vote en masse, mais parce que ça a compris que c'est important. Parce que s'il y a une démobilisation d'un côté, l'autre côté peut prendre l'avantage très facilement. Et c'est quelque chose de très important, sachant que moi, je l'ai déjà dit, c'est le levier principal d'action aujourd'hui qu'on peut utiliser. Et du coup, pour revenir sur vraiment la position de la jeunesse en politique, il y a un sociologue donc, spécialisé dans la jeunesse, Laurent Lardeux, qui est auteur de l'ouvrage Génération désenchantée, jeunes et politiques. Je voulais le mentionner parce que je trouve ça incroyable. C'est l'inspiration. On a des bonnes inspirations. Je ne le Avec la connaissais musique. pas, mais... Et donc, il dit que pour lui, parler de la jeunesse, c'est pas pertinent parce qu'il n'y a pas une seule jeunesse. Et on est plutôt des individus qui appartiennent à une même génération, mais qui n'ont parfois pas grand-chose en commun. Parce qu'on a pu dire qu'on était plutôt progressiste. Donc, nous, ce qu'on dit, parce que c'est aussi Majorité. la vision qu'on a, et c'est effectivement la majorité. Mais notre intérêt à la politique et notre orientation politique se détermine par beaucoup d'autres choses. Ça peut être notamment la catégorie socio-professionnelle des parents ou notre niveau d'études. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'on a plusieurs jeunesses, ou est-ce qu'au contraire, on peut quand même dire qu'ayant grandi un peu dans une même société, on a eu on a grandi en vivant les mêmes événements et les mêmes crises peut-être, est-ce qu'on a nécessairement un peu des points de vue et des combats qui convergent, que ce soit sur notamment la lutte contre les inégalités ou pour l'environnement par exemple? Pour la plupart des jeunes, oui, ça converge. Mais il y a toujours des exceptions, ça c'est sûr. Mais justement, ce que tu dis, c'est que la jeunesse n'est pas homogène. Il y a différents groupes qui se forment et justement, ça s'explique totalement normalement en fait qu'on se regroupe en différents courants de pensée, en différents courants d'idées. Puisque, je l'avais dit tout à l'heure, le vote, quand on vote tout seul, ça paraît totalement irrationnel. Mais quand on est regroupé, quand on est à plusieurs, alors là, le vote prend beaucoup plus de sens, puisqu'on sait que notre voix, elle correspond à la voix de beaucoup d'autres personnes, et que donc cette voix regroupée aura beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'écho politique. Est-ce que la jeunesse est plurielle? La réponse n'est pas binaire. Les deux affirmations sont justes. Est-ce qu'il faut les séparer ou est-ce qu'il faut prendre globalement? On peut faire les deux, à mon avis. Parce que globalement, c'est réel que la jeunesse peut être prise globalement dans le fait que, quelles que soient ses orientations politiques, il y a le fait qui est maintenant hyper largement admis, et à part certains milieux, mais il y a toujours certains milieux, qu'il y a une crise climatique et qu'il faut y répondre d'une certaine façon. Après, effectivement, il y a plusieurs jeunesses. Et il y a une propriété fondamentale dans le combat politique, c'est que les idées réactionnaires ne meurent jamais. Ça, ce n'est jamais les idées... Il y a toujours des monarchistes en France. On peut le voir aujourd'hui avec, ils se sont adaptés aussi, ça a mis du temps, mais dans les réseaux sociaux, par exemple, des tradi women, ou je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une trend qui a eu un petit peu sur TikTok, notamment. Bon, moi, j'exècre ce réseau pour plusieurs raisons, mais il y a eu cette trend-là, et c'était des femmes, donc, qui s'habillaient comme dans les années 40. Après, moi, je parle, j'ai un chapeau, mais voilà, je suis pas non plus bien qualifié pour dire ça, mais non, mais ils mobilisent certains qui s'habillaient de façon très vieillotte et qui valorisaient, et j'en ai connu une personnellement, qui valorisait le fait d'être une femme qui est à la maison, à la cuisine, et dont le mari est au travail, et donc elle s'occupe des enfants. C'est des valeurs qui sont ultra minoritaires, mais qui existent toujours, et les gens qui les soutiennent, les jeunes qui les soutiennent, parce qu'il y en a, font leur propagande, font leur politique, sont dans le combat politique, il y en a, et voilà, c'est des choses qui continuent d'exister. Donc,
Globalement, la jeunesse, elle a compris le changement climatique. Et on peut dire globalement que c'est un groupe particulier. Mais effectivement, le progressisme est là en majorité. Mais il y a des conservatismes. Mais il y a des réactionnaires. Il y en a. Et voilà, c'est global. Très bien. Du coup, on peut arriver à la dernière question sur ce sujet, qui est une question un petit peu plus personnelle, et vous avez le droit de ne pas répondre, évidemment. Ok. C'est, quelles sont un peu vos formes d'engagement politique que vous pouvez avoir plus ou moins au quotidien? Moi, voilà, je l'ai dit, je suis militant politique. J'adhère à une formation politique qui est la France Insoumise, depuis 6 ans maintenant. Je crois que ça s'est vu dans mon discours à certains moments, Très peu. de toute façon. Mais en tout cas, voilà, c'est une forme que j'ai choisie parce que j'ai tout de suite été attiré par le monde politique, je l'ai dit. Mais c'est parce que voilà, je considère que c'est la forme la plus puissante pour changer les choses au niveau de la société et pas au niveau individuel. Pour finir sur la politique en elle-même, sur pourquoi est-ce qu'il faut s'engager, pourquoi est-ce qu'il faut croire alors que ça peut être des mensonges. Pourquoi j'ai adhéré à la France Insoumise en particulier? J'ai vérifié beaucoup de programmes politiques. Moi, dans mon humble avis, je considérais qu'il y avait un programme, il y avait beaucoup de défauts, mais il y a un programme qui est structuré et d'autres formations politiques ont ça aussi. Un programme. Moi, je pense que le plus important, c'est de regarder le programme rapidement. On n'a pas forcément le temps, mais s'il y a des grandes idées bien fermement appliquées et des gens qui ont la volonté d'appliquer ces idées, on peut être sûr que les grandes idées vont être appliquées en majorité. C'est pour ça que, voilà, je m'engage en politique. Ok, très bien. Ça va paraître assez paradoxal pour un étudiant de sciences politiques, mais pour le coup, je fais partie de la jeunesse dépolitisée, je pense qu'on peut dire, mais pas parce que je me sens désynchronisé, mais plutôt parce que ça peut faire assez peur, justement, d'avoir des idées politiques, d'aller les exprimer, de s'impliquer, de s'engager. Mais c'est pour ça que c'est là que je te rejoins, justement, pour les élections européennes là, qui arrivent bientôt. C'est de voter en fonction du programme. Moi, je pense que mon engagement politique se fera justement avec le vote, en votant en fonction d'un programme qui mènera le plus à de bonnes actions, à de bonnes évolutions. Ok, très bien. Merci beaucoup de nous avoir parlé de votre propre rapport à la politique et à l'engagement et donné votre avis. On arrive à la fin de cet épisode qui était très riche avec des sujets très complexes. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur le Instagram et à continuer de partager. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Et, Merci de nous avoir invités. C'était avec plaisir. Et donc, du coup, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, salut.